Hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera sur mon bilan, mon dernier bilan de lecture du mois de 2024, puisque je reviens avec mon bilan lecture du mois de décembre. On se retrouve également avec un petit bilan lecture, puisque pour cette fin d'année, comme forcément mes parents étaient là et mon frère pour les 2 dernières semaines en décembre à Montréal, j'ai très peu lu, pour ne pas dire presque pas lu. J'avais commencé un livre qui m'a mis un peu dans une mini peine de lecture entre guillemets, mais du coup heureusement que j'avais quand même bien lu avant qu'ils arrivent. Du coup je n'ai que 4 livres à vous présenter, mais je suis très fière de moi parce que dedans il y a 3 suites de sagas, oui c'est ça, et un one shot, et c'est un thriller, donc un genre quand même que vous verrez, je le mettrai dans mes... j'en parlerai dans mes objectifs de 2025, mais un thriller que j'ai adoré, donc au moins je me dis bon l'année termine bien, mais ce serait une petite vidéo, voilà, ça changera un peu des autres bilans de lecture. Enfin, je dis ça au début, puis ça se trouve la vidéo je vais tellement passer de temps sur les résumés des autres que comme d'hab. Du coup on va pas perdre de temps, on va passer tout de suite. Alors ma première lecture du mois de décembre, c'était le tome 3 en poche de l'Assassin Royal de Robin Hobb. Je crois que je vous en ai parlé, je sais plus. Non, si, je pense dans mon vlog lecture de saga en cours. Mais comme tout le monde ne regarde pas les résumés vlogs, je vais en reparler également ici. En fait, vous savez, hein, ceux qui me suivent un peu partout, l'Assassin Royal, c'est une saga pour laquelle j'ai pas autant accroché que ce que j'espérais. Vu tous les avis hyper positifs que j'avais vu passer sur celle-ci, j'en attendais vraiment énormément, et pour l'instant je l'ai pas. J'ai pas ce que j'attendais. Du coup j'ai lu le tome 1 en poche il y a de ça 3 ans je crois, qui m'avait un peu déçue, j'avais pas accroché plus que ça. Le tome 2 avait remonté ma hype, donc j'étais contente d'enfin découvrir ce tome 3 et pouvoir également finir cette pavasse quand même, parce que c'est un sacré... moi j'ai les intégrales, donc il est quand même sacrément épais. Et du coup je me suis lancée dans ce tome 3 en me disant que j'espère que c'était une continuité du tome 2. Alors oui et non, parce que la première moitié, j'ai retrouvé les longueurs et les lenteurs du tome 1, donc j'avoue que heureusement qu'il est petit en poche, parce que sinon ça aurait été chiant en fait, 500 pages comme ça aurait été chiant. Sauf que en fait ça a rattrapé, parce que sur les, on va dire les 30 derniers pourcents, mon intérêt est revenu, puisqu'il se passe des nouvelles choses par rapport à Fitz, par rapport à où il se trouve, par rapport au personnage qu'il a autour de lui. Parce qu'il y a ça également, les personnages, je n'ai aimé absolument personne à part le personnage de Fitz, donc c'est compliqué d'accrocher à un univers quand t'accroches pas tant aux personnages que tu suis. Je les aimais bien les personnages secondaires dans le tome 1 et 2, et là je les ai trouvés hyper ingrats avec Fitz, hyper mauvais avec lui, enfin vraiment en fait, il y avait que lui, j'ai l'impression qu'il donnait aux gens, et il avait jamais rien en retour, donc il demandait pas à avoir quelque chose parce que c'était pas dans son caractère, mais quand même quoi, enfin soyez un minimum indulgent, c'est toujours un gamin, il a déjà donné beaucoup de sa vie pour pouvoir vivre tout simplement, parce que comme c'est un bâtard d'un roi, il est né dans des situations pas très simples on va dire pour commencer, et ensuite devenir l'assassin du roi dès son plus jeune âge. Je pense qu'à un moment donné, il faut se mettre aussi à sa place. Et ouais, je trouve qu'ils en attendent beaucoup, énormément pour un jeune de cet âge. Et enfin, il peut rien faire d'autre, quoi. Vraiment, il me fait énormément de peine. Moi, c'est un personnage qui me fait beaucoup de peine. Et du coup, même les autres personnages à côté, comme je vous ai dit, qui étaient très chouettes avec Fitz dans les 2 premiers tomes en poche, là, je les ai trouvés beaucoup trop durs avec lui dans ce tome 3. Et du coup, en fait, beaucoup m'ont saoulée dans ce tome 3, et du coup ça m'a pas aidé pour aimer la suite de cette saga, mais la fin, comme je vous le disais, m'a donné beaucoup plus envie, parce qu'il y avait ce truc aussi, j'avais l'impression d'être limite dans un huis clos, parce qu'on était sans cesse dans le château, on sortait jamais, alors que on savait qu'il y avait des choses qui se passaient à l'extérieur, puisque les pirates rouges, je sais plus comment ils les appellent, attaquent de l'extérieur, donc faites sortir Fitz de ce foutu château, qu'on puisse voir le monde extérieur, à quoi ça ressemble. Et j'espère que ça va dans cette direction au vu de la fin, donc on verra bien. Donc je vais continuer parce que j'ai envie de voir, j'ai envie de comprendre pourquoi les gens aiment autant cette saga. Et après quand même, parce que je tiens à souligner, la plume de Robin Hobb est très jolie, très poétique. Donc c'est ce qui me pousse aussi à vouloir continuer. Mais voilà. Bon, écoutez, on verra bien pour la suite. Je vais tout faire pour la lire cette année quoi qu'il arrive. Comme ça au moins je pourrai clôturer l'époque 1 partie 1. Et puis ensuite passer aux Aventuriers de la Mer, je crois. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner, mais
pas ce à quoi je m'attendais quoi, dommage. Ensuite ma deuxième lecture c'était donc toujours une suite et en même temps un tome 1, je vous en avais parlé, j'ai lu Capitale du Nord tome 1 de Claire Duvivier en LC sans le vouloir avec Lauralie parce que finalement on l'a lu au même moment. On a toutes les deux beaucoup aimé. Pareil, je vous en avais parlé, j'ai été prise au dépourvu par La Plume parce que moi Claire Duvivier je l'avais connue vous savez avec son livre jeunesse aux écoles des loisirs qui est sorti cette année également. Moi c'est comme ça que j'ai appris à la découvrir. Et du coup la plume est simple parce que c'est à destination d'un public jeune. Et là en fait il y avait beaucoup de passés simples et c'est pas un style de narration dont j'ai l'habitude. Mais finalement ça collait bien avec l'univers dans lequel ça se passait. Donc j'ai appris à découvrir Amalia qui est notre protagoniste principale qui vit dans une espèce de, je sais même pas si c'est un village ou une ville ou bref c'est un peu une partie médiévale. Donc elle a deux amies, elle est un peu dure, elle est un peu dure avec sa famille, elle est un peu dure avec elle-même, elle est un peu dure avec ses amis, mais c'est son caractère, donc il faut attendre avant de l'apprécier vraiment. Et, et puis, vous savez, moi dans le Capitale du Sud j'avais beaucoup aimé parce qu'il y avait quand même une partie fantasy qui était vraiment présente, enfin qui arrivait au bout d'un certain temps mais qui était présente. Et là on l'a eu quand même au bout de la moitié, trois quarts du livre. Donc moi c'est juste ça qui m'a manqué pour être autant à fond. Mais il s'est passé des choses que je n'ai absolument pas vu venir. Et la fin, je vous en parle pas. Il y a encore comme le premier tome de Capitale du Sud, il y a des complots politiques, énormément de complots politiques. Il y a les familles qui essayent de se marier entre eux pour avoir la vie la plus prospère possible pour leurs enfants. Donc il y a toujours la tour de garde, le jeu qui est hyper présent, qui était également présent, parce que c'est le nom de la série, qui est également présent dans Capitale du Sud, qui a une place hyper importante. J'ai beaucoup aimé l'amitié entre Amalia et les deux garçons. Qui se suivent depuis qu'ils sont tout petits. Ils arrivent à rester ensemble malgré toutes les attentes de la société parce que il y en a un des trois qui de base vient des bas-fonds on va dire comparé aux deux autres qui viennent plutôt de la haute société et du coup j'ai bien aimé tout ce que ça dénonçait au niveau des classes sociales. Qu'est-ce que j'ai bien aimé également, oui du coup j'ai bien aimé surtout en fait moi j'ai préféré la seconde moitié du livre parce que la première c'était encore une fois comme je vous le disais beaucoup sur les accords commerciaux, les complots politiques etc. C'était bien mais je trouve qu'il se passait pas assez de choses du côté fantasy on va dire. Et puis c'est arrivé dans la deuxième partie et puis ça a éclaté à la fin du tome 1 et puis du coup j'ai très très envie de lire la suite, voilà tout simplement. Du coup je vais me procurer parce que j'ai failli le faire mais je ne suis pas sûre de l'avoir déjà ou pas, le tome 2 de Capitale du Sud avant de pouvoir me lancer dans le tome 2 de Capitale du Nord puisque comme je vous l'ai déjà dit on alterne entre les deux pour pouvoir avancer dans l'univers. Donc voilà pour mon avis sur ce tome 2, donc finalement c'était une chouette découverte. Alors j'ai préféré encore une fois le tome 1 de Capitale du Sud pour l'intrigue, pour les personnages, etc. Mais je pense que je vais apprendre à apprécier au fur et à mesure Amalia et... Amalia Oui, Amalia Oui, je sais plus. Et son univers dans tout ça, et j'ai hâte de voir comment tout ça va se regrouper, parce que forcément, à un moment donné, Capitale du Sud et Capitale du Nord, il y a déjà des points qu'on retrouve, des points communs qu'on retrouve, et j'adore faire ce genre de pouvoir faire ce genre de lien entre plusieurs univers. Donc voilà, c'est un bon début de saga, c'est un bon début d'univers et j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, toujours dans la suite de saga, j'ai lu Blackwater le tome 3, donc La Digue de Michael McDowell, qui se lit extrêmement vite comme d'habitude, puisque je l'ai lu je pense que je l'ai lu en 24 heures. C'est chouette de pouvoir les retrouver, ça fait un bout de temps que j'avais lu... Non, d'ailleurs je vous dis le tome 3, c'est le tome 2. Ça fait un bout de temps que j'avais lu le tome 1 puisque je l'avais lu dans des vacances d'été il y a 2-3 ans de ça, donc ça commence à dater et j'avais jamais continué malheureusement alors que ça se lit encore une fois extrêmement bien, extrêmement vite. C'était cool de retrouver toute la famille Casquet, il y a beaucoup de mystères qui sont encore présents. Aliénor, attendez, Elinor prend de plus en plus de place et c'est secret également. D'ailleurs, en fait, à chaque fois, mais je crois que c'était déjà le cas dans le tome 1 si je me souviens bien, il y a toujours une scène hyper what the fuck qui est dégueulasse, mais vraiment dégueulasse. Celle-là, je l'ai pas vu venir. Elle retourne un peu le cerveau, pas du tout. Elle retourne un peu l'estomac, juste pour vous prévenir. Mais c'est chouette en fait de voir toutes les petites querelles entre familles
parce que bah, la mère du mari d'Elinor est toujours en train de préparer un coup monté pour essayer d'évincer Elinor de leur famille. Donc voilà, elle est complètement cinglée, mais en même temps on adore voir tout ce qu'elle prépare. Et puis Elinor, encore une fois, enfin... Je sais pas, je pense qu'on va comprendre un peu ce qu'elle est, ce qu'elle fait ici, ce qu'elle attend de cette ville. Mais le côté fantastique prend de plus en plus de part dans l'histoire et j'adore, je trouve ça génial. Et encore une fois, on ne s'ennuie pas, malgré le fait de suivre des familles au fur et à mesure du temps et de leur vie quotidienne. Il y a toujours une part de noirceur qui arrive de nulle part, dans un moment où tu t'y attends pas, et qui te redonne cet intérêt en disant, et là tu te dis, mais oui c'est vrai que c'est un peu de l'horreur fantastique, il faut s'en souvenir, et c'est je pense ce qui garde mon intérêt aussi vif à chaque fois. Donc voilà, j'ai prévu déjà de lire le tome 3 qui est juste ici, quelque part par ici, parce que ma mère l'a lu, du coup elle a acheté toute la saga, du coup bah c'est moi qui avais le tome 1, du coup je lui ai donné, et je lui ai piqué le tome 3 en échange pour pouvoir avancer dans la saga. Mais oui, j'ai hâte, j'ai vraiment très hâte, et je suis contente d'avoir repris. Comme ça, je reste dans mon optique de vouloir avancer le plus possible et terminer le plus possible de saga en 2025. Et enfin, pour terminer, et pas des moindres, j'ai lu Dans son silence de Alex... c'est Michaelides, ouais c'est ça, hein. Michaelides, donc c'est en VO c'était The Silent Patient. Je sais pas, ça m'a pris d'un coup, j'avais extrêmement envie d'un thriller hyper page-turner et c'est ce que j'ai eu. Je l'ai lu en 2 jours, j'arrivais pas à m'arrêter, c'était addictif au possible et je n'ai absolument rien vu venir, rien du tout. Je veux pas trop vous en dire pour que ce soit le plus, pour vous rentier, enfin vraiment, lancez-vous, faites-vous confiance, faites-moi confiance et faites-vous confiance. Si vous voulez démarrer dans un thriller psychologique où vous aimez pas du tout le gore, etc., franchement celui-ci vous pouvez y aller les yeux fermés, et qui est hyper addictif. Vous aurez qu'une envie chaque jour, c'est de tourner les pages pour comprendre enfin ce qui s'est passé. Franchement, foncez dans celui-ci. Moi j'en ai parlé à des amis quand j'étais encore sur Montréal, qui ont eu trop envie de le découvrir à leur tour. Donc voilà, j'en avais entendu parler de toute façon de cet auteur. Maintenant j'ai envie de lire ses autres livres, même si apparemment ils sont pas forcément à la hauteur de Dans son silence. Mais je trouve ça vraiment absolument incroyable. Et pour vous en parler un peu plus, on va suivre Alicia qui de base est peintre, est artiste peintre, donc elle a la vie parfaite, etc. Elle est avec son mari dans une grande maison, tout se passe très bien. Et puis un jour il va y avoir une grosse affaire, en fait elle va être internée. En hôpital psychiatrique. Elle est soupçonnée d'avoir tué son mari parce qu'en fait ils l'ont retrouvée, elle était vivante et son mari était attaché à une chaise avec 5 coups de flingue dans le corps, et puis elle qui tenait le pistolet à la main ou je ne sais où. Et depuis en fait ce moment-là, alors je ne sais pas depuis combien de temps, mais depuis ce jour en fait elle a refusé de parler. Elle est complètement devenue mutique, du coup elle a été internée. Les gens ont essayé de l'interroger pour savoir ce qui s'était passé, pour comprendre et pour voir si c'était bien elle la coupable, mais elle refuse de parler à qui que ce soit, et du coup nous on va suivre une autre personne qui s'appelle Théo Faber, qui est un psychanalyste, un psychothérapeute en criminologie. Donc lui son but en fait, il veut absolument rentrer dans cet hôpital psychiatrique pour avoir Alicia en tant que patiente et découvrir enfin ce qui s'est passé, si c'est elle qui l'a tué et ce qui s'est passé ce soir-là, parce que absolument personne n'est au courant, sa famille ne comprend pas, ses amis ne comprennent pas, les policiers ne comprennent pas ce qui s'est passé, enfin bref, ils veulent juste avoir enfin le fin mot de l'histoire, et donc c'est ce fameux Théo qui va essayer de tout faire pour l'avoir. Et à partir de là, on va rentrer dans une spirale mais infernale, ça va nous retourner le cerveau, mais tant de fois. Combien de fois j'ai cru que je pensais avoir trouvé la solution? Pas du tout, mais vraiment pas du tout. Au moment où il y a eu la solution, je me suis dit waouh, du génie, vraiment du génie. C'était incroyable. Alors après moi je lis très peu de thrillers, donc j'avais pas de point de comparaison. Donc peut-être que si vous avez déjà lu un autre thriller qui a le même schéma narratif, peut-être que pour vous ce sera pas une surprise. Mais moi personnellement,
c'était pas le cas, donc clairement j'ai rien vu venir et j'ai absolument adoré. En plus ce que j'adore c'est que j'adore quand il y a des contenus un peu additionnels. Donc par exemple là dans ce livre il y avait des extraits du journal intime de Alicia à l'époque où avant qu'elle se fasse qu'il y ait cet accident qui arrive et du coup ça nous ramène dans le passé et on apprend à connaître Alicia et on apprend également à connaître Théo le psy et donc ils sont passés également sa situation familiale etc. Enfin bref. Voilà, donc je ne peux que vous le recommander, c'était une excellente lecture, j'ai fini du coup c'était ma dernière lecture, donc sans le vouloir, même si j'avais déjà commencé d'autres lectures à côté, j'ai donc fini mon année 2025 avec un coup de cœur en thriller. Je pensais pas que ça allait m'arriver, donc j'ai été vraiment très très contente, et encore une fois ça m'a juste redonné l'envie d'en découvrir encore plus. Il était tellement bien noté sur... Vous savez, c'est le genre de livre qui est noté hyper bien sur Goodreads avec des millions. Je sais plus combien il avait de notes, mais il a des millions de notes. Et c'est ce livre qui les mérite, vraiment pour le coup, là j'ai absolument rien à dire. Donc voilà pour mes lectures du mois de décembre, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si dans ceux que je vous ai présentés, vous en avez déjà lu, si peut-être je vous ai donné envie d'en lire certains. N'hésitez pas à me dire également quelle a été votre meilleure lecture et votre pire si ça vous dit du mois de décembre. Et puis moi en attendant je vous retrouve très bientôt et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.